Bien, alors, bonjour, mesdames, messieurs, bonne année. Mes vœux seront moins longs que ceux du président de la République au corps constitué, n'est-ce pas? Je me contente d'une formule. Bonne et heureuse année de travail, de réflexion, beaucoup de plaisir intellectuel et quelques satisfactions collatérales, si possible. Alors cette année, j'essaie une formule un peu, enfin tout à fait, même nouvelle, puisque nous alternerons cours et séminaires, non pas d'une heure à l'autre à chaque séance, mais par bloc, si j'ose ainsi m'exprimer, de 2 heures. Donc aujourd'hui, nous aurons 2 heures de cours et la semaine prochaine, 2 heures de séminaire. La différence entre les deux tenant au sujet traité, puisqu'en réalité, cette année encore, j'ai décidé d'assurer moi-même mon séminaire, c'est-à-dire d'en être, pour ainsi dire, le seul orateur, et donc le seul responsable, et donc aussi le seul coupable. Vous pourrez, par conséquent, trouver un seul interlocuteur à la fin de l'année quand vous aurez à présenter des récriminations éventuelles. J'en suis persuadé. Alors, écoutez, aujourd'hui, nous commençons donc cette première séance de cours intitulée, le cours est intitulé « La volonté et l'action ». Et aujourd'hui, donc, en 2 heures, non sans marquer une petite pause au terme de la première heure, je vais vous présenter un certain nombre de considérations introductives par rapport au thème que nous allons suivre durant ce semestre. La volonté et l'action, c'est la suite de ce que j'avais fait l'année dernière sous l'intitulé Inventio Subjecti, l'invention du sujet moderne. Donc je vous rappelle le thème général, la question du sujet et la formulation de la difficulté qui est celle que j'essaie de suivre, d'élucider, de serrer tout au long de ces séances. Comment le sujet pensant, ou si l'on préfère l'homme en tant que sujet et agent de la pensée, est-il entré en philosophie? Cette année, j'ajoute, l'homme en tant que sujet et agent du vouloir. Passons donc de la pensée au vouloir. Notre problème, donc, est de penser et de tracer la rencontre de ce que j'appelle la subjectivité, avec le V de subjectivité entre parenthèses, la rencontre de la subjectivité et de l'agence, agency, action. La première rencontre entre subjectivité et agence, nous l'avons abordée l'an dernier en traitant du sujet de la pensée, la pensée étant considérée comme une action ou une activité, selon la formule de Fénelon, assurant, je cite Fénelon, que penser, c'est agir, c'est faire, c'est avoir quelque chose. Agir, faire, avoir quelque chose. Cette formule de Fénelon qui est analysée dans le livre que j'ai publié l'année dernière sous le titre de La double révolution. Nous avons l'an passé donc étudié le syllogisme du grammairien articulant ce que Nietzsche appelle la superstition des logiciens, encore appelée par lui superstition du sujet et superstition du je ou du moi. Nous avons fait cela en comparant le texte original du paragraphe 17 de Par-delà bien et mal, Jenseits von Gut und Böse, avec 2 traductions. La traduction française de Cornelius Haim, parue chez Gallimard, et la traduction anglaise d'Hélène Zimmern.
Le syllogisme du grammairien, majeur, mineur, conclusion, dans l'allemand de Nietzsche, Denken ist eine Tätigkeit, zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist, folglich, il y a quelqu'un qui pense. Penser est une activité, toute activité comporte quelqu'un qui est actif, donc il y a quelqu'un qui pense, quand ça pense. Les deux traductions, la traduction française de Cornelius Heim et la traduction anglaise d'Hélène Zimmer, donnent ceci. Penser est une action. Alors, je vous rappelle, Denken ist eine Tätigkeit, zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Penser est une action. Toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc. Et to think is an activity. Every activity requires an agency that is active, consequently, etc. Le problème donc de l'archéologue, ici, problème archéologique face à ce syllogisme du grammairien, est de comprendre comment on peut bien passer de quelqu'un, einer, à sujet, et de sujet à agency. Comment expliquer, si vous voulez, l'équation, l'égalité instaurée, imposée par le geste traducteur de l'allemand au français, de l'allemand à l'anglais. Einer égale sujet égale agency. Comment expliquer cette équation? Comment expliquer aussi l'équation complète qui caractérise le sujet moderne, à savoir einer égale sujet égale agency égale je. Quelqu'un, sujet, agent, je. Eh bien, cette équation qui suppose accomplit la mise en équation de la subjectivité et de l'égoïté, Ichheit, egoity, plusieurs fois décrite par Heidegger, et qui pose à l'archéologue une double question. Quand, comment? Quand cela s'est-il produit? Comment? Eh bien, cette double question à laquelle Heidegger répond, à l'âge classique, avec Descartes. Puisque, selon la thèse d'un célèbre texte intitulé « La métaphysique comme histoire de l'être », publié en 1941 dans le second volume du Nietzsche, c'est chez Descartes que, pour la première fois, dit Heidegger, subjectum, sujet, et ego, je, subjectivité, Subjektivität et égoïté, Ichheit, ont acquis une signification identique. Voici un des textes de Heidegger, deux textes en l'occurrence, extraits tous deux de ce second volume du Nietzsche. Le premier dit ceci: l'être au cours de son histoire en tant que métaphysique, c'est-à-dire que la métaphysique est l'histoire de l'être, l'être au cours de son histoire en tant que métaphysique est continuellement Subjektivität, subjectivité. Mais là où la subjectivité devient subjectivité, là le subjectum, sujet, distingué depuis Descartes, l'ego a une primauté en divers sens. Je ne mentionne ici, je n'en ai donné dans la citation que je fais du texte qu'un seul. L'ego, le je, est l'étant le plus vrai, le plus accessible dans sa certitude. Et deuxième extrait, par Descartes et depuis Descartes, l'homme, le moi humain, devient d'une manière prééminente le sujet dans la métaphysique. La graphie subjectivité, qui n'est pas de Heidegger, mais de moi, indique la provenance de la subjectivité moderne. Le fait que, comme le dit Heidegger, la subjectivité est un mode de la subjectivité. Cette graphie indique la substantification du sujet,
son assimilation à un quelque chose, un sujet au sens ancien du terme hypokeimenon, celui d'étant sous la main, de vorhandenes, de choses réelles, aliquid, et de porteur ou de substrat d'accident. Cette graphie indique ce qui fait du sujet ce qui répond à et ce qui répond de la question quid. La subjectivité est un mode de la subjectivité. La métaphysique moderne, la subjectivité de la métaphysique moderne est un mode, une guise de la subjectivité métaphysique tout court. Cette remarque amène Heidegger à poser les questions que nous considérons comme partie intégrante du dossier de l'archéologie du sujet. Autrement dit, dans la graphie subjectivité, si vous faites abstraction de vie, vous obtenez subjectivité, autrement dit l'élément porteur de toute l'histoire de la métaphysique. Si vous faites intervenir vie, vous obtenez subjectivité et vous entrez dans l'acception moderne de la subjectivité, l'acception que nous dirions psychologique, n'est-ce pas? Alors que subjectivité désigne une structure métaphysique plus large. Donc comment passe-t-on de subjectivité à subjectivité? Voilà le problème. Ce sont les questions que pose Heidegger à diverses reprises et ce sont des questions que je considère que l'on peut considérer comme partie intégrante du dossier de l'archéologie du sujet. Voici 3 de ces questions que je place sous l'intitulé de questions de l'homme et questions du sujet, ce qui vous rappellera un thème suivi plus ou moins en détail l'an dernier sur les pas de Michel Foucault. Comment l'homme en vient-il à prendre le rôle du sujet proprement dit et unique? Première question. Pourquoi ce sujet humain se transpose-t-il dans le moi, ich, de telle sorte que la subjectivité équivaille ici et désormais à l'égoïté? Et troisième question, puisque passage il y a, la subjectivité se détermine-t-elle par l'égoïté ou inversement celle-ci par celle-là? Voilà donc ce que vous pouvez lire dans les textes que j'ai rappelés dans la planche précédente et dans celle-ci, qui se trouve dans Der europäische Nihilismus, le nihilisme européen, die Herrschaft, le règne, la souveraineté du sujet in der Neuzeit dans les temps modernes, donc page 141-142 du volume allemand et page 115, notamment pour ce texte, dans la traduction française parue chez Gallimard de Pierre Klosowski. Alors, nous avons l'an dernier consacré quelque temps à la distinction entre quiddité, en allemand Washeit, et quicité, formé sur le latin quis, en allemand Wahrheit, à la question quoi et à la question qui, autrement dit, avec Heidegger et Ricoeur, afin de déployer intégralement le questionnaire heideggerien avant d'entamer, ce qui, je vous le rappelle, est mon intention, mon projet, mon but, avant d'entamer la déconstruction du récit proposé par Heidegger dans La métaphysique comme histoire de l'être. La distinction heideggerienne entre Washeit et Wahrheit, quiddité et quicité, est un hapax dans son œuvre, bien qu'elle soit impliquée par la plupart des analyses de Sein und Zeit. Cette distinction, elle figure dans le second cours tenu et publié sous le titre de Grundprobleme der Phänoménologie, le cours du semestre d'été 1927, problèmes fondamentaux de la phénoménologie, donné à Marburg. Donc 1927, c'est l'année de publication de Sein und Zeit. Ce texte figure actuellement dans le tome 24 donc de la Gesamtausgabe et le voici dans la traduction française de Jean-François Courtine, paru là encore chez Gallimard en 1985.
quiddité et quicité. La réalité, realitas ou quidditas. On pourrait presque s'arrêter pour faire un séminaire sur cette équivalence, n'est-ce pas, entre réalité et quiddité. La teneur quidditative d'une chose, c'est sa réalité. Vous voyez que là encore, il faut se méfier du sens obvi des termes. Pour nous, réalité signifie réalité effective. Ce qui existe effectivement, eh bien non, cela se dit en allemand Wirklichkeit, et realitas est exactement à l'opposé de l'existence. La réalité ou quiddité est ce par quoi on répond à la question qu'est-ce qu'une chose? Quid est res? Qu'est-ce que cette chose? De quoi s'agit-il? Les temps que nous sommes nous-mêmes, nous, hommes, le Dasein, l'être là, comme il apparaît immédiatement, ne peut jamais être visé comme tel à travers la question qu'est-ce que? Nous ne trouvons accès à cet étant que nous sommes qu'en demandant qui est-il? Ce n'est pas la quiddité, dit Heidegger, mais s'il est permis de forger un terme pareil, la Wahrheit, la quicité, qui appartient à la constitution du Dasein. La réponse à la question « qui » ne donne pas une res, mais un « je », un « tu », un « nous ». Retenez bien ce trio, nous aurons l'occasion d'y revenir, et cela jouera effectivement un rôle, on pourra le voir, dans la déconstruction du scénario heideggerien. Selon Heidegger, on n'échappe pas à la réduction du quoi au qui en substituant au quelque chose, au es, au ça, la personne, en déchosifiant la chose qui pense, comme on le réclamait au début du XXe siècle un certain nombre de phénoménologues. Déréaliser la chose qui pense, déréifier, déchosifier. En fait, dit Heidegger, seule la substitution du Dasein, de l'être là, de l'être le là, au sujet, ouvre la possibilité d'un questionnement authentique en direction du qui. Donc, comme je l'ai rappelé l'an dernier, mais il faudra y revenir. Pour Heidegger, la question qui ne se démarque pas de la question quoi, tant qu'elle puise sa réponse dans le je lui-même entendu comme le sujet, comme le soi-même, pris comme ce qui se maintient identique dans le changement des comportements et des vécus et qui se rapporte à cette multiplicité. Le sujet au sens de hypokeimenon, de vorhandenes. Le je entendu comme sujet subsistant, comme substrat sur lequel se succèdent des états et des actes mentaux. Ce je entendu comme sujet subsistant n'est pas la bonne réponse donnée à la question « qui ». La bonne réponse est un je, un tu, un nous, dit le texte de 27. C'est une thèse, je, tu, nous. Entendre en allemand et pas en français, parce que je, tu, nous, on va trop vite à la critique. En tout cas, ce trio, moi, toi, nous, je, tu, nous, ce trio est repris en 1934 dans le cours intitulé Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, cours fribourgeois du semestre d'été 1934, qui avait été primitivement annoncé sous le titre Der Staat und die Wissenschaft,
l'État et la science. Alors, je vous rappelle que 1934 est l'année du rectorat de Heidegger, et une des choses que nous ferons, pas aujourd'hui, mais dans un futur proche, sera de comparer le texte de 27 sur le je, le tu et le nous avec le texte de 34 sur le je, le tu et le nous, notamment sous le rapport de l'assignation d'un référent au nous. Beaucoup de choses se disent de manière apparemment insignifiante, et en fait là se dit quelque chose de très important sur ce que Heidegger a obstinément tu par la suite, n'est-ce pas? Nous y reviendrons. En tout cas, le passage du Moyen-Âge à la modernité. On pourrait le présenter, si l'on voulait, comme un passage du règne du quoi, de la quiddité, à l'empire du qui. Ce serait tentant, c'est tentant, on pourrait le penser, on peut peut-être le penser, on peut même être tenté de poser que ce passage du règne du quoi au règne du qui, s'agissant de l'homme et de l'être de l'homme, s'opère effectivement avec Descartes et, en l'occurrence, avec la position de ce que Vincent Carreau, dans son très beau livre intitulé « L'invention du moi », nomme la Wer-Frage, la question du qui, de la quicité cartésienne, la Wer-Frage cartésienne. Carreau, Vincent Carreau, fait allusion ici à, entre autres, mais tout particulièrement à cette phrase des méditations métaphysiques, mais plus exactement des meditationes metaphysicae, nondum vero satis intelligo, quisnam sim ego ille, quiam necessario sum. Cette phrase qui, à travers ce qui, met la grammaire à la torture, puisque pour bien faire, si je puis dire, il faudrait traduire, mais je ne comprends pas bien encore qui suit ce je, qui déjà nécessairement suit. Ça paraît un petit peu bizarre comme formule, et de fait, Vincent Carreau signale la chose de manière parfaite, n'est-ce pas? Il écrit « syntaxe inouïe et rigoureusement intraduisible en français. Il est masculin, ego substantivé, qui gouverne le verbe sum à la première personne. » Effectivement, cela met la grammaire à la torture, et cela met tellement la grammaire à la torture que ce quis, ce qui, eh bien, chacun s'acharne à l'entendre comme un quid, comme un quoi, à commencer par les traducteurs de Descartes, et primum inter pares, eh bien, monsieur le duc de Luynes, n'est-ce pas, le duc de Luynes, qui traduit donc nondum verum satis intelligo quisnam sim ego ille quiam necessario sum, mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, virgule, moi qui suis certain que je suis. Bon, il se passe quelque chose là, c'est certain. Mais est-ce suffisant pour dire que le passage du quoi au qui se fait sous la plume de Descartes? Admettons, mais ce mouvement, commencé avec Descartes, peut-être faudra-t-il dire qu'il est déjà achevé, qu'il s'est déjà achevé, qu'il est en train de s'achever, qu'il s'achève sous nos yeux, dans la mesure où, comme nous l'avons vu l'an dernier, dans Soi-même comme un autre, Ricoeur décrit ce qu'il appelle
l'absorption du qui dans le quoi, du quis dans le quid, culminant, selon lui, de nos jours dans ce qu'il appelle l'occultation du qui par le quoi et le pourquoi, qui fait basculer, je cite, la problématique de l'action du côté, c'est très important pour la suite de nos travaux, du côté d'une ontologie de l'événement anonyme. Donc il y aurait dans la philosophie analytique, tout particulièrement selon Ricoeur, un mouvement de bascule de la problématique de l'action dans une ontologie de l'événement anonyme, dans la mesure où le qui serait occulté par le quoi et le pourquoi. Nous avons évoqué cela l'an dernier. Personnellement, je ne trancherai ni en faveur de la première ni de la seconde hypothèse, puisque je voudrais simplement vous dire que le passage du quoi au qui n'est pas du tout constitutif de la modernité, ni opéré chez Descartes et seulement chez Descartes. Nous avons, et c'est par là que nous reprenons les notions d'a priori historique foucalienne d'a priori historique, et adhérons, ce nous est un nous de majesté digne du début de l'année 2015, à une certaine idée de la structure. Nous avons posé l'an dernier que l'articulation du quoi et du qui, articulation, était une donnée originaire, que la question du sujet s'articulait originairement dans un complexe de questions, le complexe du sujet, de la subjectivité, dont une partie pouvait être tracée, renvoyée, rapportée à la tradition interprétative de l'Alcibiade et l'autre partie à la tradition, aux traditions interprétatives du De Anima. Les deux se rencontrant au Moyen-Âge et s'entremêlant de façon croissante au Moyen-Âge. Ceci est visible dans ce que j'appelle le quadrangle du sujet pensant, qui articule 4 questions. Qui pense? Quel est le sujet de la pensée? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Une série de questions à gauche sont posées à l'aide du qui. Ce sont des questions qui. Les questions de la colonne de droite sont des questions qui relèvent en gros du quoi. Bon, mais nous allons voir. Question du moi ou du je. Question du sujet et question de l'homme sont originairement articulées. Et le module de leur articulation, c'est ce quadrangle. La partie qui du dispositif a une tradition multiple. On a brièvement considéré l'an dernier, lors du dernier cours spécialement, du 26 juin, un des vecteurs principaux de cette tradition du qui, la question du souci de soi. Qui est ce moi dont je dois m'occuper? Vous vous rappelez la question posée par Foucault dans son interprétation de l'Alcibiade dans l'herméneutique du sujet. Et on pourrait dire aussi, qu'est-ce que ce moi dont je suis censé m'occuper? Ce qui fait qu'une oscillation, une faille, un couplage du qui et du quoi se trouverait au cœur même de la question du souci de soi, qui est la question qui par excellence. Bon, la partie quoi du dispositif, quel est le sujet de la pensée, que sommes-nous, qu'est-ce que l'homme, a également une tradition multiple. Il ne faudrait pas croire que la partie
platonicienne du dispositif, soit ou fut la partie gauche qui pense qui sommes-nous, et que la partie aristotélicienne fut ou soit la partie droite. Il n'y a pas une opposition entre qui pense, qui sommes-nous d'un côté, et quel est le sujet de la pensée, que sommes-nous, qu'est-ce que l'homme de l'autre, comme si le qui revenait à Platon et le quoi revenait ou dû revenir à Aristote. Il y a des réponses platoniciennes et des réponses aristotéliciennes aux deux séries de groupements, groupement vertical, groupement horizontal, et on voit bien que les questions s'impliquent mutuellement, c'est ce que notent ces signes, ces flèches bidirectionnelles, et articulent qui quoi au premier étage, qui quoi au deuxième. Ces questions s'impliquent mutuellement, le qui et le quoi s'impliquent mutuellement. La question d'un passage en diagonale restant à explorer. La question « qu'est-ce que l'homme ?» est antérieure à celle du sujet de la pensée. Est-elle antérieure à celle du sujet ? Nous avons, contre la datation problématique héritée de Foucault, faisant commencer la question de l'homme à celle de l'anthropologie, avec Kant, et la question du sujet au XVIe siècle, avec le rejet de toute médiation entre l'homme et Dieu caractéristique du protestantisme, nous avons plaidé pour leur inséparabilité vue du Moyen Âge. Il nous faudra cette année, évidemment, aller plus loin. Sous la forme « que sommes-nous ?», la question de l'homme inclut le sujet hypokaimenon, le sujet d'attribution. Mais qu'inclut le qui de « qui sommes-nous » ? À quoi elle s'oppose ? Que sommes-nous ? Qui sommes-nous ? C'est ce qu'il faut déterminer. On a l'an dernier donné une première réponse en termes de sujet d'imputation. Entendant par sujet d'imputation, avec Scheler et Ricoeur, un sujet capable de s'attribuer à lui-même ses actes, un sujet dit responsable. Un sujet aussi capable d'attribuer à d'autres lui-même la même capacité d'auto-attribution ou d'imputation de ses propres actes. Cela nous a conduit de Peter Strawson à Pierre de Jean Eulieu, d'aujourd'hui au Moyen-Âge, et de Pierre de Jean Eulieu à Peter Strawson, du Moyen-Âge à aujourd'hui. En fait, cet ensemble de questions sur le sujet et la subjectivité est ce que d'un mot j'appelle l'attributivisme, nous a conduit, nous a reconduit à l'action, à l'acte, à l'agent. On a évoqué l'an dernier le dispositif où s'articulent subjectivité et agence. Les 4 thèses qui, archéologiquement, articulent en général le dispositif du sujet-agent. Toute action requiert un agent, alpha. Bêta, toute action requiert un sujet. Gamma, toute action requiert un agent qui est un sujet. Et enfin, delta, toute action requiert un sujet qui est son agent. Bon, mais, et ce sont 2 questions que je note ici, Q1 et Q2, question 1 et question 2. Quelle est la notion de sujet qui permet de passer de bêta, autrement dit, toute action requiert un sujet, couplé à alpha, à gamma et delta, c'est-à-dire à un sujet susceptible de s'accommoder de l'agence, à un sujet qui ne soit pas simple substrat passif de propriété physique, mais au contraire sujet capable d'agir, de produire des effets par lui-même et de lui-même. Quelle est la notion de sujet qui permet de passer de bêta aux 2 autres ? Deuxième question, quelle est la notion d'agent qui permet de passer de alpha, toute action requiert un agent, couplé à bêta, à gamma et delta, c'est-à-dire un agent susceptible de s'accommoder de la subjectivité. On a partiellement fixé ce que devait être
un tel sujet, le sujet permettant de passer de bêta à gamma et delta. Je l'ai dit il y a quelques instants, un sujet capable d'auto-imputation, capable de se reconnaître lui-même comme l'auteur de ses propres actes. Mais on n'a pas vraiment dit ce que devait être un sujet capable d'auto-imputation. Qu'est-ce qui nous rend capable de nous imputer à nous-mêmes nos propres actes? Cela reste à faire. On ne l'a pas vu, on n'en a rien dit. Et on n'a pas même commencé d'élaborer la notion d'agent permettant de passer de alpha, toute action requiert un agent, à gamma et delta, c'est-à-dire un agent susceptible de s'accommoder de la subjectivité. Cela reste à faire et même à commencer. On ne peut le faire, on ne peut pas le faire, on ne le fera pas en restant dans les strictes limites du dispositif décrit ci-dessus, c'est-à-dire celle du quadrangle ou du sujet pensant. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce dispositif a évolué. On a déjà dit que les complexes de questions et de réponses concernant le sujet et la subjectivité avaient évolué au long du Moyen-Âge en liaison avec les modèles médiévaux de la psyché, de l'âme. Dans la mesure où, par exemple, et premièrement, de nouvelles questions étaient apparues par rapport à celles que l'on traitait dans la foulée, si j'ose ainsi m'exprimer, d'Aristote au début du XIIIe siècle. De nouvelles questions étaient apparues au cours des polémiques anti-avéroïstes, ou avéroïstes et anti-avéroïstes, concernant l'unité de l'intellect. De nouvelles questions étaient apparues au cours des polémiques thomistes ou antithomistes concernant l'unité ou la pluralité des formes. Deuxièmement, et également, la psychologie d'Aristote, ce qu'on appelle la psychologie d'Aristote, a subi, au long du Moyen-Âge, des changements profonds. Par exemple, au XIVe siècle, la notion aristotélicienne de perception sensible est devenue intellection du singulier. Troisièmement, la psychologie et l'anthropologie philosophique médiévale ont fait une place croissante à la considération de ce qu'on appelle aujourd'hui les émotions. Donc, à s'en tenir à simplement ces trois facteurs, on voit qu'il y a là de puissants éléments d'évolution, eux-mêmes en interaction. On a donc vu apparaître, comme je l'avais rappelé dans le cours du 26 juin, de nouveaux problèmes au long du Moyen-Âge, notamment au XIVe siècle. Y a-t-il un sujet unique de la pensée, de la sensation et du sentiment? Ou bien encore, qui dit je dans je pense, je sens, j'éprouve? C'est ce que j'ai appelé l'allongement du questionnaire. Vous voyez qu'on a là de nouvelles questions. Problème de l'unité de l'homme, distinct de celui de l'identité de l'homme et de l'identité personnelle. Est-ce le même sujet qui pense, qui sent et qui éprouve? Selon la réponse, on répondra à ce problème très général qu'est celui de l'unité de l'homme. Donc le problème de l'unité de l'homme, distinct de mais lié à celui de l'identité de l'homme et d'identité personnelle que j'ai abordé dans le livre, le tome 2 de l'archéologie du sujet intitulé « La quête de l'identité ». Des formulations donc standards de ce problème de l'unité de l'homme, vous les avez au bas à droite du dispositif qui s'étoffe, vous voyez, au cours des années. L'homme est-il un être par soi? L'homme est-il un agrégat? Ce sont les questions qui sont encore débattues durant la querelle d'Utrecht par Descartes. Donc, l'angle d'attaque qui sera le nôtre cette année ne sera pas celui qui a été le nôtre l'année dernière. L'angle d'attaque qui sera le nôtre sera cette année lié à une série de questions qui naturellement peuvent se raccorder au dispositif précédent, mais qui en génèrent, qui en engendrent d'autres et qui entretiennent des rapports originaux avec leur propre réseau de concepts. Ces questions vont à la fois et ne vont pas de soi. Le titre du cours de cette année est « La volonté et l'action ».
ce titre laisse entendre des questions du type de « quel est le sujet de l'action ?» Quel est le sujet de la volonté? Question qui prendrait la place de « quel est le sujet de la pensée ?» Mais aussi, ce titre, la volonté et l'action, laisse entendre, je ne dirais pas espérer, des questions du type de « y a-t-il un sujet unique de la pensée et de la volonté ?» Qui dit « je » dans « je pense » et « je veux », mais aussi dans « je veux » et « j'éprouve ». Ces questions existent et nous les retrouverons. Mais notre question archéologique, qui était celle que j'avais désignée sous une double forme par Q1 et Q2, quelle est la notion de sujet permettant de passer de bêta à gamma et delta? Quelle est la notion d'agent permettant de passer de alpha à gamma et delta? Quelle est la notion de sujet permettant d'accéder à un sujet susceptible de s'accommoder de l'agence, de l'agentivité, de l'action? Quelle est la notion d'agent qui nous permet d'accéder à un agent capable de s'accommoder de la subjectivité? Eh bien, ces questions archéologiques, elles ont leur propre physionomie et elles ont leur propre tradition et elles ne se ramènent pas aux questions que j'ai évoquées il y a un instant. L'objet de l'archéologue, c'est la formule même sujet et ou agent d'action. Sujet et ou agent d'action. Et ses investissements, ses emplois, ses réemplois, ses modes de fonctionnement, les réseaux de concepts, les distinctions qu'elle réclame, qu'elle implique ou autorise. Ceux-ci ont leur propre archive. Selon Foucault, Platon a inventé le sujet grâce à la krésis, à savoir, le sujet, c'est l'âme uniquement en tant qu'elle est le sujet de l'action, l'âme en tant qu'elle se sert du corps, des organes du corps, de ses instruments, etc., écrit-il, en vue d'elle-même. Le sujet platonicien, dit Foucault dans l'herméneutique du sujet, c'est l'âme sujet, qui n'est pas l'âme substance, mais, écrit-il, le sujet de la krésis. Avec les stoïciens, la krésis vient au centre de la théorie et de la pratique du souci de soi. S'occuper de soi-même en tant que l'on est sujet de la krésis, avec toute la polysémie du mot, sujet d'action, de comportement, de relation, d'attitude, c'est de cela qu'il est question, écrit Foucault. Comme je l'ai dit l'an dernier, Foucault introduit la notion de sujet chez Platon, où elle n'est pas. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de sujet de la krésis? Voilà une des questions que nous aborderons cette année. Pour ce faire, il nous faudra remonter aux pères grecs et à la christologie, comme je l'annonçais dans ma leçon inaugurale. Krésis, usage. C'est pourquoi j'ai titré « L'âme usagère », l'âme qui use de. Dans Naissance du sujet, j'ai posé que le problème de l'archéologie du sujet était de tracer comment le sujet d'attribution devient le suppôt d'action. Le passage du sujet au suppôt. Voilà ce qui est en question. Le suppôt, c'est le sujet agent. Le suppôt est un terme de théologie trinitaire et de christologie. Mais c'est aussi un terme de logique, un terme de grammaire, et enfin, et je serais tenté de dire pour ce qui nous occupe cette année, et surtout, c'est un terme de la théorie de l'action et de la volonté. Mais, chose remarquable, comme on le verra cette année, rejoignant Foucault par un biais inattendu, le suppôt en tant que sujet-agent n'est rien d'autre que le sujet de la krésis. Sujet d'action, mais aussi sujet
voulant, d'un mot usager d'action, usager de volonté. Un usager d'action, un usager de volonté, un usager. Certes, ce n'est pas l'idée de sujet-agent qui vient à l'esprit lorsque l'on entend en français le mot usager, qui, au pire, évoque l'idée d'une personne coincée dans les transports en commun, ou réduite à l'immobilité par un mouvement social. Bon. Mais au mieux, ce mot usager, n'est-ce pas, évoque l'idée d'une personne qui a droit d'usage, comme on dit, et plus communément ou plus simplement d'une personne qui utilise quelque chose. Pourtant, c'est bien avec cette notion d'usager que s'articulent chez les pères grecs, ou plutôt chez les pères hellénophones, les 4 facteurs, ce que j'appelle les 4 facteurs de l'agence. Ces 4 facteurs sont action, actif, acté, agent. Action, actif, acté, agent. C'est grâce à usager que les 4 facteurs de l'agence s'articulent aux 4 éléments constitutifs du schème du vouloir, qui sont volonté, voulu, volitif et voulant. Action, actif, acté, agent communiquent avec volonté, voulu, volitif et voulant grâce à usager. Comment ? L'agent se dit dans le grec néo-testamentaire qui agit, l'agissant. Un exemple parmi d'autres, mais plus intéressant que bien d'autres, Philippiens 2,13. Theos gar estin o energon, en humin kaito telein kaito energein hyper tes eudokias. En latin, Deus est enim, alors rendant o energon, qui operatur in vobis et vele et perficere pro bona voluntate. Dans la traduction, une des traductions standards de la Vulgate latine, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc vous avez ici la volonté et l'action. Hein. Bon. Vous avez, à dire vrai, un seul agent, Dieu, qui est o energon, celui qui agit, qui opère, qui œuvre en nous ce que nous voulons et ce que nous faisons. Cette expression, o energon, figure dans le quadrangle de l'agence, ce que j'appelle le quadrangle de l'agence, tel qu'on le trouve dans le De Fide Orthodoxa de Jean de Damas, Yana ibn Mansour ibn Sarjoum, plus connu sans doute sous le nom de Saint Jean Damascène, mort en 749, distinguant l'action, l'actif et l'actant. L'acté et l'actant, l'action, l'actif, l'acté et l'actant, on va y revenir. Un mot sur la foi orthodoxe. La foi orthodoxe fait partie d'une œuvre plus vaste intitulée La source de la connaissance, rédigée entre 742 et 741, entre 741 et 742 plus exactement, c'est pas retour vers le futur, dont elle constitue la 3e partie. Le plan de la source est tripartite. Premièrement, ce qu'on appelle, les chapitres dits philosophiques qui sont plus connus sous le titre de Dialectica, la dialectique de Jean de Damas, qui a eu une grande influence au XIVe siècle. Deuxièmement, un livre des hérésies, et enfin, troisièmement,
l'exposition exacte de la foi orthodoxe, encore appelée De Fide Orthodoxa. Ce texte a été traduit du grec à l'arabe au Xe siècle. Il a été traduit 2 fois en géorgien au XIe siècle. C'est une des sources majeures de la théologie scolastique, traduite 4 fois en latin au Moyen Âge et ensuite diverses fois après le Moyen Âge, entre 1507 et 1712. La traduction latine la plus utilisée au Moyen Âge, sur laquelle je m'appuie ici, est la Versio Burgundionis, celle donc de Bourgoin, Burgundio de Pise, 1110-1193. Qui connaît Burgundio de Pise? Diraient ceux qui demandent qui connaît Jacques de Venise. Eh bien, Burgundio de Pise donc, a traduit cette œuvre dans les années 1153-1154. Le quadrangle de l'Agence. Voilà d'abord le texte en français, mon français, du latin de Burgundio, avec entre parenthèses le grec. Notons qu'autre est l'opération, energeia, autre l'opératif, energetikon, autre l'opéré, energema, et autre l'opérant, o energon. Sciendum autem quod aliud est energia, dit Burgundio, id est actio, et aliud energetikon, id est activum, et aliud energima, id est actus, et aliud energon, id est agens. Nous avons donc ainsi un quadrangle de l'Agence avec energeia, energetikon, energima et oenergon. Grâce à la traduction de Jean Damascène par Burgundio de Pise, quelque chose de très important s'opère dans l'histoire de la philosophie. Cela a trait à l'opérant, o energon. En effet, Jean de Damas définit o energon de la façon suivante. O que kremenos te energeia etoi et hypostasis. Quelques mots qui sont d'une importance capitale dans l'histoire de la philosophie, à mon avis. Energon, autem id est agens, c'est, quoi donc, o que kremenos te energeia etoi et hypostasis, qui utitur actione scilicet hypostasis. L'opérant, c'est celui qui use d'opération, c'est-à-dire l'hypostase, hypostasis. Voilà donc les 4 facteurs de l'Agence, et voilà ce qui se passe donc avec Burgundio de Pise. Il met en contact les latins dès le XIIe siècle avec une définition de l'hypostase comme agens qui utitur actione, un agent qui use d'action, un agent qui use d'opération, un opérateur qui use d'opération, un usager d'action, d'opération. Donc ces 4 facteurs de l'Agence sont donc les suivants, energeia, energetikon, energema, o energon. Cette distinction s'articule par le biais de l'hypostase, maintenant, à ce que j'appelle le quadrangle de la volonté. Donc le quadrangle de l'Agence s'articule au quadrangle de la volonté, lequel distingue la volonté, le volitif, le voulu et le voulant. Voici le quadrangle de la volonté.
télésis, télétikon, téléton, okekremenos, tei, télései. La position de l'hypostase, hypostasis, comme kekremenos d'action, usager d'opération, fait écho, enfin a pour écho, prolonge, si je puis dire, à la caractérisation de l'hypostase, comme on va le voir en termes de kekremenos et télései, usager de volonté. L'usager de l'action est l'usager de volonté. Le sujet de l'action, c'est le sujet volontaire. Celui qui recourt à l'action et celui qui recourt à la volonté, qui se sert de. C'est cela, ce qui se sert de la volonté, qui est cela, ce qui se sert de l'action. L'hypostase est du côté du vouloir, en tant qu'usagère. Elle est du côté du vouloir, elle est du côté du faire, elle est du côté de l'agent. Le sujet agent, c'est le sujet hypostasis. Le sujet de l'action, donc, c'est le sujet du vouloir. Cet usager, n'est-ce pas, c'est bien ce que Foucault appelait le sujet de l'usage, le sujet de la crésis. Peut-on parler de sujet ? J'ai dit usager, mais pourquoi parler de sujet ? Il faudrait peut-être mieux dire le sujet de l'action, du vouloir, de la crésis, l'agent, l'usager, le kekremenos, c'est l'hypostase. Précisément, et on ne manquera pas de revenir sur ce texte, Jean de Damas définit le téléton, je n'ai pas dit le téléton, en termes philosophiques comme hypokeimenon. Autrement dit, ce que nous appellerions aujourd'hui objet. Objet du vouloir. Sujet au sens de la subjectivité. Ce sur quoi porte le vouloir, alors que l'usager est le sujet au sens de l'agence, ce dont procède le vouloir, son principe. Jean de Damas, donc, dit le voulant est celui qui use de volonté, ok, kremenos tei télései, c'est le même que o kremenos tei energeiai. Et, dit-il, il faut bien distinguer, donc, télésis, télein et télétike dynamis, télétikon et téléton, to, tei, télései, hypokeimenon, par distinction d'avec o kremenos tei, télései, à savoir l'hypostase, à savoir, par exemple, Pierre. Le voulu, téléton, c'est le sujet de la volonté. Le sujet au sens du projacent, du vorliegendes, de ce qui s'ouvre ou s'offre au vouloir, son objet. Le voulant, c'est celui qui use du vouloir, c'est son hypostase, c'est le sujet qui veut, c'est l'individu, c'est Petros, Pierre. Vous avez donc ici une distinction à laquelle je tiens beaucoup entre hypokeimenon et hypostasis. En résumé, on a le voulu, l'objet du vouloir, 3, opposé au voulant, au sujet du vouloir, Pierre. L'objet du vouloir, en grec, se dit hypokeimenon, objet. Le sujet du vouloir, celui qui agit, qui veut, se dit hypostasis. Ça ne peut pas être plus clair. Le quadrangle latin, dans la traduction maintenant de Burgundio de Pise, nous donne une différence entre voluntas vele virtus voluntiva, voluntativum quod potens est vele. D'un côté, la volonté, le vouloir, le mouvement de, enfin la virtus, la faculté volontaire,
de l'autre le voluntativum, ce qui est précisément volontaire, hein, ce qui peut vouloir. Voluntabile, le subjectum, ce qui est assujetti à la volonté, ce sur quoi elle porte, numéro 3, et quod utitur voluntate, ce qui se sert de la volonté, ce qui utilise la volonté, l'hypostase. On a ici, c'est pourquoi j'insiste sur ce texte, bien que l'on ne puisse à ce stade en voir toute la portée, on a ici une bonne illustration de ce qui a précédé et de ce qui fonde ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Autrement dit, le mouvement d'inversion ou de permutation par lequel le latin subjectum a pris le sens subjectif que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce mouvement a été décrit plusieurs fois par Heidegger comme la permutation, Verwandlung, le complet renversement de sens qu'auraient connu au seuil de la modernité les mots subjectum et objectum, le revirement, Umkehrung, qui leur a conféré une signification exactement opposée à celle qu'ils avaient au Moyen-Âge, les scolastiques appelant subjectum la chose extramentale, que nous appelons aujourd'hui précisément objet, et objectum la représentation mentale que nous disons précisément aujourd'hui subjective. D'où les deux questions que Heidegger pose en 1934, que j'avais mentionnées dans ma leçon inaugurale. Que veut dire que l'homme soit sujet ? Que signifie sujet ? Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme ? Deuxième question. Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il ? Le texte de Jean de Damas, et c'est emblématique de ce que l'on montrera ici, correspond bien aux questions de Heidegger qui sont celles de l'archéologie, mais il nous offre aussi de quoi entamer une déconstruction du scénario de Heidegger. Dans la question posée par Heidegger, il est question des concepts fondamentaux de la philosophie qui sont homme, sujet et être. Manque un élément essentiel dans cette énumération qui est précisément l'hypostase. Heidegger ne fait pas de place à l'hypostase dans son récit. C'est pourquoi j'écrivais, si vous me permettez, ce sera la seule fois cette année, si vous me permettez de me citer, j'écrivais l'histoire dans Naissance du sujet. L'histoire du sujet est dans une large mesure issue d'une confrontation persistante entre sujet, hypokaimenon, et hypostase, d'une complexification de la question du rapport entre sujet, substance et hypostase. L'anthropologie traditionnelle n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une anthropologie du sujet chosifié. Elle est travaillée par la tension entre une anthropologie du sujet substance et une anthropologie de l'hypostase, ce qui veut dire qu'elle comprend au minimum deux conceptions de la personne, l'une chosiste, l'autre déréifiante. En ne voyant que la première, Heidegger a fini par rejeter toute l'entreprise philosophique moderne comme un avatar de l'anthropologie et par dénoncer la réduction de la philosophie à l'anthropologie. Cette critique de l'anthropologie, cette critique heideggerienne de l'anthropologie, nous en avons su l'écho l'an dernier en évoquant les pages consacrées au nécessaire déracinement de l'anthropologie et à la mort de l'homme chez Foucault. Je me situe ici dans une autre perspective, fondée sur l'exploration du lien entre christologie et anthropologie, en m'interrogeant avec vous notamment sur ce qu'on pourrait appeler le tournant christologique de l'anthropologie ou le tournant anthropologique de la christologie, mais aussi bien la métaphysique de l'incarnation, qui n'est pas considérée dans ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être. Je vous en proposerai plus exactement une réactivation, une exploration. Cette réactivation et cette exploration seront un élément de la déconstruction de la généalogie du sujet chez Heidegger et de la déconstruction heideggerienne. Nous faisons une pause d'1 minute 30 ou de 5 minutes. C'est négociable, tout est négociable, avant de reprendre. Et je vous remercie de votre attention.